troisième et dernière partie par rapport à cette leçon numéro 11 sur les ponts fabriqués, on va s'attarder un petit peu plus, non pas sur le descriptif et l'analyse technique des différents systèmes de structures en préfabriqué qu'il existe pour la réalisation des ponts, mais on va essayer de s'attarder un petit peu plus techniquement sur comment est-ce qu'on assemble, comment est-ce qu'on détaille une culée de pont, comment est-ce qu'on fait la notion du chaînage par rapport aux éléments qui sont placés pour la création du pont. Donc ça, c'est vraiment un petit peu tout le système productif qu'on va essayer d'envisager dans cette partie-ci. Du point de vue de la conception maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ensemble? Ce système constructif, qu'est-ce qu'il y a du point de vue de détail, d'appui de pont? Vous voyez qu'on a notre appui en néoprène fretté. On a ici un petit joint de dilatation pour laisser la poutre et le béton forcément un petit peu se dilater. On a laissé exprès aussi un petit espace pour lorsqu'il y a un freinage d'une voiture ou d'un camion, on va avoir un déplacement latéral de la poutre. Et donc on va se laisser quand même un petit jeu pour le déplacement latéral qui sera permis par l'appui en néoprène. Donc on a ici une petite rigole de drainage pour quand l'eau arrive, qu'elle tombe ici et qu'elle soit récoltée au bout de la culée. On a ici une dalle d'approche avec une dalle flottante qui permet d'arriver avant le pont. On a ici l'espacement en joint de dilatation. Il faut savoir qu'il existe deux joints ou deux types de joints de dilatation. Le premier type de joint, c'est ce qui s'appelle le joint dit droit, tel quel, similaire. Donc là, je vais le redessiner en noir pour qu'il y ait un meilleur contraste. Là, en fait, ça permet la possibilité d'un déplacement dans un sens et dans l'autre pour nos éléments. Si on imagine qu'ici, on est sur le pont et là, on est au niveau de la culée avec l'appui qui est mis ici en dessous, on a cette possibilité de déformation. Le deuxième type de joint que vous avez déjà vu, c'est un joint qu'on dit un joint à peigne. Alors ce joint à peigne, j'essaie de le dessiner le plus proprement possible, ça fonctionne comme ceci. Ça permet exactement la même chose, donc un déplacement de votre pont dans un sens et dans l'autre, mais l'avantage qu'ici ça donne, c'est qu'en fait, même s'il y a une ouverture, en fait, au niveau des zones d'appui, quand vous allez avoir une voiture qui roule sur ce joint, vous allez avoir une continuité de l'appui de la roue sur le joint. Qu'en fait, quand vous travaillez ici et que votre roulement se fait de manière similaire ici, vous allez avoir une zone vraiment marquée franche au niveau de l'appui. Donc c'est ça ici le but recherché. Dans le cas d'un peigne, c'est d'essayer de transmettre l'effort de la réaction d'appui provenant de la voiture de manière un peu plus progressive sur une surface de contact un petit peu plus grande. Donc là, le choc pour notre système d'appui et l'extrémité de la poutre sera un petit peu moins grand. Quand vous êtes ici au niveau d'un joint droit, en fait l'appui de notre poutre sera plus sollicité puisque l'effet de marquage entre la dalle d'approche et la poutre, donc du pont, qui est vraiment le pont proprement dit, est beaucoup plus marqué. Donc on a vraiment l'effet, d'ailleurs quand vous roulez en voiture, vous le sentez, quand vous travaillez sur une autoroute en joint linéaire et pas en peigne, vous avez vraiment toute la voiture qui s'affaisse et donc cet impact doit être repris au niveau de notre joint. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, ce sont des structures qui sont prévues pour, qui ont été dimensionnées pour, je suis d'accord, mais maintenant quand vous avez 10 000 voitures par jour sur 15 ans, vous avez peut-être des millions de passages, voire des dizaines de millions de passages. Et ça fait un effet de fatigue à notre béton qui se fissure ici, qui va déloger le joint de dilatation et qui va permettre aux selles de déverglissage d'arriver au niveau de la base ici de notre culée et de corroder un peu notre béton et donc de corroder les armatures qui sont dedans. Un autre problème qu'on aura aussi, c'est les appuis par le frottement latéral, donc par les effets de freinage des camions ou autres, on va avoir carrément des appuis qui glissent
horizontalement, et là c'est problématique. Au niveau maintenant d'un appui intermédiaire au niveau d'un pont, on peut avoir deux méthodologies possibles. Soit on a une continuité du pont uniquement dans cette zone supérieure qui est la dalle, ou alors on crée une continuité dalle avec ici nos poutres. Ceci, comment est-ce qu'on va réaliser sur chantier? On va avoir nos poutres en béton qu'on va poser sur le néoprène, frété. On va couler nos entretoises. Quel est le but d'une entretoise? Je reviendrai plus tard là-dessus. Je vais vous donner d'abord une première réponse. Le but d'une entretoise est de liaisonner les poutres les unes avec les autres. Et le troisième travail, donc la deuxième phase de bétonnage, c'est couler ici la dalle telle qu'elle. Tandis qu'ici, on a un travail un petit peu moins lourd. On travaille avec une seule phase de bétonnage. On a d'abord la pose au niveau des appuis en néoprène. Et ce qu'on fait, on doit coffrer ici à l'intérieur pour venir couler les entretoises qui va être d'une seule et même unité avec l'armature qui servira à notre zone de roulement. Qu'est-ce qu'on voit encore ici? Si on fait bien attention à ceci, vous allez avoir une armature ici en rouge qui est le chaînage longitudinal. Ça va? Ben là, forcément, le chaînage longitudinal, on le retrouve par cette armature intermédiaire qui est celle-ci, ainsi que l'armature supérieure là-bas. Alors, qu'est-ce qui va résister le mieux? En fait, au niveau de la résistance, c'est pas tellement la grosse différence entre les deux qui va nous intéresser, puisque la résistance va être quasi similaire. Par contre, c'est au niveau du comportement. On va avoir un comportement un petit peu plus rigide ici, puisque vous allez avoir une seule et même phase de bétonnage pour toute cette zone-ci. Vous allez avoir un seul et unique béton. Donc quand vous allez avoir une charge de roulement qui va venir ici, mais vous allez avoir les charges qui vont se transmettre ici et ici. Donc vous allez avoir une plus grande raideur au niveau de cet appui. Tandis qu'ici, quand vous allez avoir une charge qui provient de l'effet de roulement, exactement, on va prendre la même voiture, magnifiquement dessinée comme vous pouvez le voir, au niveau des charges, en fait ici vous allez avoir d'abord la dalle qui va diffuser plus facilement cette transmission d'effort grâce au chaînage longitudinal. Et c'est uniquement lorsque vous serez vraiment de part et d'autre de vos poutres que l'entretoise, qui est le premier bétonnage, rentrera en jeu. Donc vous allez avoir une première acceptation de l'effort par rapport à cette dalle, qui va le transférer au niveau des entretoises, qui va le transférer aussi au niveau des poutres, qui ici, l'effort, il va directement rentrer au niveau des appuis en néoprène, mais ça va être un effort qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus raide. Il y a beaucoup moins de friction tolérée dans le cas ici numéro 2 que le cas numéro 1. D'ailleurs, vous le voyez ici, ourdi séparé des poutres au-dessus de l'appui pour permettre une rotation, ourdi continu avec joint de rotation incorporé, uniquement l'étanchéité et le revêtement sont continus, que dans l'autre, pas. Alors je vous ai parlé donc de l'entretoise ici juste avant, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'est, donc je vous le répète, en fait, une entretoise, ça sert uniquement à donner une raideur dans le sens perpendiculaire au sens de portée des poutres qui supportent le pont. Je vais vous donner ici une illustration et des images qui vont... Cette illustration donc de pont que vous voyez ici peut être vraiment calquée sur toute une série de ponts classiques autoroutiers en Belgique. Moi je vais prendre par exemple ici, quand vous êtes sur... on va prendre ici le 42, ici dans le bas de la descente de Charat. Au niveau ici, comme vous voyez, de l'échangeur. Donc on va vraiment essayer de regarder la liaison qui se fait entre le 42 qui vient de l'Allemagne et qui va relier ici donc le 25 vers Bruxelles à la notion ici de l'autoroute qui vient donc de Maastricht et qui va vers Liège. Donc si j'analyse ici plus en profondeur ce qui se passe
à cet endroit-ci, je vais avoir l'illustration suivante. Donc, comme ceci, il suffit simplement d'aller visualiser. Donc, quand vous êtes ici donc en dessous du pont et que vous avancez et que vous passez juste en dessous, là vous pouvez vous permettre ici la visualisation sous la structure du système d'entretoise. Et en fait, l'entretoise que vous voyez et que vous observez, vous avez en fait la base de l'entièreté des poutres qui sont ici. Et en fait, chaque fois, vous avez des petites languettes qui sont forcément un genre de voile en béton qui représente l'entretoise et qui est bien à chaque fois perpendiculaire à chacune des poutres qui composent votre pont. Donc, je peux encore vous en montrer toute une série. Je vais vous en montrer ici un deuxième. Donc, la deuxième illustration que vous voyez ici, c'est lorsque vous êtes donc sur l'échangeur ici à l'heure, où vous voyez donc ici le 40 qui se divise par rapport ici avec le 42 et ici le 40 qui continue vers Bruxelles. Et donc, si on regarde ici notamment ces notions de pont ici, on va visualiser un peu mieux la notion des entretoises. Et on voit en fait que c'est un pont qui est oblique par rapport au sens de bande de circulation. Donc on va visualiser avec un zoom ce qui se passe là-bas. Donc ici, je suis sur la liaison donc, qui vient d'Alleur et qui part vers soit l'autoroute vers Bruxelles ou alors ici l'autoroute vers Namur. Et on voit donc ici, par rapport au pont de Biais, on voit donc la base ici inférieure des poutres, qui sont celles-ci, et on voit en fait, comme ceci, parallèle au sens de culée, on voit ici les entretoises qui relient chacune des poutres l'une avec l'autre. Donc si j'avance un petit peu et que je me situe vraiment tout en dessous du pont, là je les visualise encore un peu mieux. Donc on voit ici les bases inférieures des poutres et on voit en fait les voiles qui sont les systèmes d'entretoises. Donc là vous voyez qu'ici on n'a pas nécessairement obligatoirement perpendiculaire propre au sens des poutres, mais on suit le sens des culées pour avoir un sens commun de raidisseur. C'est ça qui est utilisé ici. Donc ces entretoises sont coulées sur place et elles ont, comme vous le voyez, des armatures d'attente qui viennent se liaisonner avec nos poutres de pont. Alors, au niveau même de ce qui est l'élément un petit peu à la limite décoratif, on peut avoir toujours en béton préfabriqué les éléments de finition extérieure. Donc là, on est sur le pont de Vaux-sous-Chèvremont pour la ligne TGV qui relie Liège à Aix-la-Chapelle vers Cologne. Donc on a ce tracé ici et en fait sur ce viaduc, l'entièreté des panneaux de finition extérieure sont des panneaux en L qui sont préfabriqués et qui peuvent être tout simplement posés les uns à côté des autres. Voilà ici plus en détail, comme vous le voyez, ce qu'est un appui en néoprène fretté. Donc un appui en néoprène fretté, c'est toujours une couche d'élastomère, donc du néoprène, plus une couche d'acier, une couche d'élastomère, une couche d'acier, une couche d'élastomère, etc. Notre système d'appui comme ceci, notre joint tel quel posé pour la pose des éléments de poutre. En théorie, ça ressemble à ça. Comment est-ce qu'on peut le faire? Bien évidemment, aussi, chose à préciser, ces tôles, c'est pas de l'acier acheté à bas prix, c'est quand même des tôles en acier inoxydable pour permettre bien évidemment une longévité dans le temps et lui donner un minimum d'entretien possible. En termes d'illustration, ça ressemble plus ou moins à ceci. Si je regarde au niveau des images, je parle bien au niveau vraiment propre des images, je vous en ai donné déjà une première idéologie tout à l'heure. Donc vous le voyez, ça ressemble à ceci, quelque chose d'assez simple. Ça permet donc un effet de rotation comme on le voit ici. Donc voilà en théorie à quoi ça peut ressembler, avec bien évidemment des couches qui sont même plus importantes si on a à reprendre une charge qui est plus grande. Donc voilà ici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez votre grosse plaque noire qui est très lourde. Donc je vous jure bien qu'un appui en néoprène quand vous l'avez en main, c'est quand même relativement très lourd. On vient l'enchasser simplement ici dedans, c'est encore différent, mais c'est pour vous donner déjà une illustration. Ça va?
Donc voilà en vrai à quoi ça pourrait ressembler. Donc on voit bien la poutre ici de pont qui est métallique ici, et on voit notre grosse bande où on voit bien évidemment les couches, un peu comme dans une pâtisserie d'un javanais, on voit les couches, plaques d'acier et néoprène. Euh, on pourrait encore montrer un exemple particulier qui est celui-ci, donc au niveau du pont coulé sur place post-contraint que je vous ai montré. En fait ici c'est un pont aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. C'est un pont qui est le pont qui amène à l'île de Palm d'Era, à savoir que Palm d'Era est situé, quand vous avez la carte de Dubaï, à l'est de la ville de Dubaï, proche donc de la ville de Sharjah. Vous voyez donc ici sur ces culées, qui sont donc des culées en Y, 1, 2, 3, 4 systèmes un petit peu différents. C'est quoi? En fait, on le voit si on fait un zoom, ce sont les broches sur lesquelles on va venir poser le néoprène. Donc si je vous explique ça en détail, ça ressemble à ceci. Donc vous voyez la broche de plus près. On retrouve ces deux éléments-ci qui vont venir s'embrocher et s'implanter dans la dalle inférieure de notre pont qui viendra ici sur la droite. Donc on retrouve, si on regarde de près, voilà, les deux axes, donc l'axe longitudinal et l'Y. On a ici les numérotations de piles, donc les piles en anglais pier numéro 4, pier numéro 6, donc ce sont les numéros de piles. Et en fait, c'est là-dessus qu'on viendra venir poser tout simplement notre système d'appui pour permettre la reprise d'efforts normaux. Alors les ponts peuvent être, comme je vous l'ai montré ici, pas nécessairement droits avec une culée droite, mais avec une culée qui peut être par exemple oblique et des poutres qui sont, elles, droites. C'est tout à fait faisable. Donc là, vous voyez, vous avez deux possibilités. Soit l'entretoise, vous la coulez d'une pièce en faisant un coffrage biseauté, qui viendra, cette entretoise, reliée dans un armature longitudinale en attente propre à nos poutres. Ou alors, ce que vous faites, vous créez des réservations à l'intérieur même de vos poutres pour donner les fixations des armatures qui serviront à la création de votre entretoise. On voit ici les petits rectangles, ce sont les appuis. Donc là, notre entretoise est décalée par rapport à l'appui. Ici, on s'en rapproche méchamment. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour faire la création d'un pont incliné? Donc, le virage ici se situe donc à cet endroit-ci. Donc, pourquoi est-ce qu'on donne une certaine pente? Pour donner forcément une inclinaison, pour garantir une adhérence des voitures ou même des camions. Vous allez dire, alors à chaque fois, on doit mettre une poutre de hauteur différente. Que nenni, on va servir d'une même culée partout et on va mettre une hauteur d'appui plus grande au niveau extérieur du virage et beaucoup plus petite au niveau intérieur du virage. Ça nous permet dans ce cas-là de standardiser toutes les poutres et de garder bien évidemment une différence au niveau des appuis. Alors au niveau des piles et des culées, on peut travailler avec des systèmes qui sont préfabriqués. Je pense que dans le catalogue chez Ergon, vous pouvez le retrouver, si je ne m'abuse. Il faut voir si c'est chez Ergon. On le voit un petit peu donc ici sur cette illustration où on voit une petite colonne qui supporte donc une passerelle ici relativement peu large et piétonne. C'est tout à fait faisable. Dernière diapositive que vous voyez ici, donc c'est pour vous faire comprendre les avantages, inconvénients, un petit peu les dernières caractéristiques. Au niveau de la pré-contrainte, donc elle se fait en usine, ça c'est vraiment quelque chose à bien comprendre. La post-contrainte se fait sur chantier. Donc en fait, grâce à la combinaison des deux, on peut vraiment, du point de vue esthétique, je parle vraiment du point de vue esthétique, diminuer la hauteur de l'élément. C'est ça qui est un avantage vraiment très important quant à la création et au positionnement de ces éléments en béton préfabriqué. On va travailler la plupart du temps, et je n'ai peut-être pas suffisamment spécifié, avec du béton préfabriqué dont le béton a une classe de résistance très grande. On travaille par exemple avec des bétons de classe de résistance qui dépassent les 80 voire 100 newtons par millimètre carré. Pour donner un ordre d'idée,
100 newtons par millimètre carré, c'est quand même 10 kg par millimètre carré en résistance à la compression. C'est quand même déjà relativement conséquent et pas mal. Au niveau des profils de riz, je vous ai montré qu'il existait des profilés préfabriqués que vous pouvez aller chercher dans des catalogues de fabricants, c'est tout à fait faisable. Donc il faut faire aussi attention à une chose, à la contreflèche. La contreflèche, donc là il faut pouvoir la contrôler quand on a posé les éléments sur chantier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir des éléments qui sont à des poids divers et donc on doit faire attention à ça. Et un des avantages de la post-contraste, c'est de retravailler ces contreflèches quand on les pose sur chantier. Alors vous voyez ici, les poutres plus élancées amènent donc une distance beaucoup plus grande, donc on a des portées qui sont plus grandes, mais aussi bien évidemment il y a la technologie qui est derrière et qui vous amène un coût plus conséquent. Donc ceci clôture votre dernière leçon sur le béton préfabriqué.